Je ne suis pas historien de la fiscalité. Je sais simplement que c'est un impôt qui est novateur, qui date d'une certaine période et qui a permis à l'État donc d'avoir une certaine stabilité au niveau de ses ressources propres. Je sais aussi qu'il y a certains pays que nous imitons beaucoup qui viennent de s'y mettre. Je ne voudrais pas le cas de la France qui, il n'y a pas longtemps, vient de basculer il y a 2 ans, je pense, sur le principe de l'UTS. Donc c'est une façon assez novatrice et performante de percevoir l'impôt au niveau des traitements et salaires. Et ensuite la polémique sur l'originalité ou sur l'origine de l'UTS, moi je laisse aux historiens de la fiscalité pour ces questions-là. Il faut reposer la question à la base. En 2017, nous avons un code général des impôts qui institue que l'ITS doit être étendu aux indemnités et primes. Et nous avons donc une loi de finances en 2020 qui acte cette situation-là. Mais entre les deux, il y a un préalable à la discussion gouvernement-syndicat qui est posé, à savoir qu'est-ce que le gouvernement dit par rapport à cette question de l'UTS. Vous avez d'un côté des syndicats qui disent vous l'appliquez à tout le monde ou vous ne l'appliquez pas. Et d'un autre côté, vous avez des syndicats qui disent vous ne l'appliquez pas et donc tout le monde est dispensé de payer l'UTS. C'est dans ces conditions-là donc que le Premier ministre, 2 fois de suite, a eu ce préalable-là qui lui a été posé. Il a invité les acteurs syndicaux autour d'une table de discussion, de façon paritaire, 7 représentants syndicaux, 7 représentants de l'administration du gouvernement. Et au final, donc, cette discussion-là a vu un certain nombre de syndicats se retirer. Ce qui aboutit donc à l'adoption de la loi de finances avec l'UTS à l'intérieur. Non, lorsque nous engageons des discussions, les acteurs discutent. On peut ne pas être d'accord. Mais lorsqu'on abandonne la table de discussion, vous ne laissez pas beaucoup de possibilités à l'autre partie. Donc c'est ce qui s'est passé dans le cas d'espèce. C'est-à-dire que nous avions un impératif, c'est de répondre à une requête qui était pressante. À la fois des syndicats du privé et à la fois les syndicats du secteur public. Pour ceux du privé, la question était claire. Soit vous l'élargissez à tout le monde en termes de justice et d'équité, soit pour cette justice et cette équité-là, vous ne l'appliquez pas aux acteurs du privé. Et pour les syndicats du public, c'était ne pas l'appliquer et donc retirer donc cette application aux acteurs du privé. Je pense qu'il n'y a pas de double jeu. Il y a une négociation qui a achoppé. Mais comme je dis chaque fois sur cette question-là, le gouvernement n'a jamais fermé la porte de la négociation et la négociation reste active. C'est pour ça d'ailleurs qu'en janvier, avant de l'appliquer, il y a eu un certain nombre de discussions, d'approches pour que le paramétrage qui soit pris en compte soit porteur de cette justice, cette équité-là, mais soit également acceptable par une large majorité des travailleurs. Plus de 73% des 190 040 agents concernés sont touchés à 0 francs ou au maximum à 5 000 francs. Et plus de 96 sont aujourd'hui touchés à 0 ou à 10 000 francs maximum. Il y a 6% et quelques qui sont touchés de 10 001 francs à 50 000 francs. Le principe a été quoi? Le principe a été de relever un certain nombre de niveaux de dégrèvement au niveau de 3 indemnités, de telle sorte qu'une bonne partie des acteurs puissent ne pas connaître une indemnisation, une perception trop forte. Deuxième élément, ça a été de faire de telle sorte que les primes d'un certain nombre de corps engagés au niveau de la défense nationale et de la sécurité, les primes de ligue ne soient pas touchées par cette imposition. Troisième élément, ça a été le fait justement de dire que quel que soit le niveau d'indemnité et de primes perçues, nous ne pouvons pas percevoir plus de 50 000 francs supplémentaires chez un agent. Donc il y a eu ces éléments-là et le quatrième élément, c'est de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de cumul pour calculer, de telle sorte que les seuils de dégrèvement permettent de protéger au maximum les travailleurs à ce niveau-là. Donc voilà en gros ce sur quoi nous avons abouti. Il faut savoir que plus de 19 000 agents
ne sont pas imposés de plus d'1 franc, de 0 franc quasiment. Et parmi ces 19 000, il y en a même qui ont connu des augmentations. Aussi paradoxal que cela soit, en essayant d'appliquer l'équité et la justice, on s'est rendu compte que l'indemnité de résidence qui n'est pas servie aux acteurs du privé était dans le salaire. Donc on l'a sorti de telle sorte que ça ne soit pas imposé, et ça fait qu'un certain nombre d'acteurs ont vu également, de façon légère, parfois c'est 100 francs, parfois c'est 400 francs, parfois c'est 1000 francs, augmenter leur rémunération, parce que justement ce jeu-là a permis d'arriver à ce stade-là. C'est un code général des impôts. Si les acteurs estiment que ça doit être discuté, ça doit être discuté. Il n'y a pas de point sur lequel la discussion n'est pas possible. En attendant, ce que le gouvernement demande, c'est que, puisque c'est une loi qu'il institue, travaillons à ce que cela soit respecté et discutons. Je rappelle que le pendant à cette application de l'UTS va être forcément la mise à plat au niveau des systèmes de rémunération. Ce réaménagement des systèmes de rémunération servis aux fonctionnaires est une nécessité, et donc ça va permettre justement, et c'est là où on parlait de progressivité, de mettre cette situation en place maintenant, et lorsque cette discussion des conditions de traitement des agents publics de l'État sera enclenchée, on verra en ce moment comment, en fonction des éléments qui vont attirer, nous pouvons réaménager cette application. Je pense que les commissions d'enquête parlementaires ont fait des recommandations, et si vous regardez, beaucoup de ces recommandations sont mises en œuvre. Il y a la question du foncier qui se pose, mais il faut savoir que sur la question du foncier, il y a une nécessité de relier un certain nombre de lois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, il y a un travail de relecture des lois qui régissent à la réforme agraire, la réforme foncière, le foncier rural, etc., pour éviter des situations où aujourd'hui, parfois, nous sommes face à des actes qui sont posés et sur lesquels très peu de moyens d'agissement existent. Voilà, ça c'est une vérité, et il y a une lecture. Le gouvernement est coincé ou quoi? Non, la loi, si vous renseignez sur la RAF et sur le foncier rural, ça a transmis un certain nombre d'actes aux propriétaires terriens, qui fait aujourd'hui que souvent l'État est dans une difficulté. Vous savez que le ministre, par exemple, du Commerce a envisagé de faire des zones franches, etc. Mais on est confronté à des disponibilités d'espace, parce que soit les fonciers et les propriétaires ont déjà engagé des procédures avec d'autres acteurs. Voilà. Donc il y a des dysfonctionnements qui sont nés de l'application de cette loi-là qu'il faut corriger par une révision de la loi. Ça, c'est un fait. Ensuite, il y a, comme je disais, sur les enquêtes parlementaires, il y a des éléments qui sont faits au niveau, par exemple, d'un certain nombre d'éléments. Il y a des recommandations, d'autres sont mises en œuvre, d'autres le sont plus difficilement. Quand on dit par exemple les mauvais payeurs, etc., c'est vrai. Souvent, moi, je pose la question, comme tous les Burkinabés, au ministre de l'économie et des finances, mais ces chèques, comment on ne peut pas les recouvrer? Quand on me dit qu'il y a des chèques qui datent de la BND, ces chèques-là datent de cette période-là. Donc ça pose un certain problème. Après, les entreprises qui ont disparu, par faillite, par malhonnêteté des acteurs. Je voudrais rappeler que la ministre de l'économie et des finances, Madame Sori Rosine Koulibaly, a essayé de confier à des cabinets ce recouvrement-là. Tous les cabinets qui sont venus, ils ont vu le portefeuille, ils ont dit que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ne voyaient pas comment ils allaient recouvrer ça et qu'est-ce qu'ils allaient gagner concrètement. Donc il y a certainement des choses à améliorer dans la gouvernance de l'État, certainement des choses à perfectionner, notamment dans certains secteurs, mais pour autant il ne faut pas refuser de reconnaître qu'il y a cet impôt-là, et c'est pas... Ça a été fait de façon à ce que ça soit acceptable. Je suis de ceux qui pensent que même prendre 50 francs à quelqu'un, c'est beaucoup. D'autant plus que beaucoup de nos agents de la fonction publique sont engagés au niveau des institutions bancaires, et que ça a un certain coût, etc. Mais pour autant, chacun de nous doit y contribuer.
Je ne suis pas spécialiste de la question de l'impôt. Je suis porte-parole du gouvernement et il y a des questions transversales sur lesquelles je peux m'exprimer. C'est cette question de l'imposition aujourd'hui avec l'UTS. Après, les dysfonctionnements ou les mauvaises, les difficultés que les acteurs ont au niveau, ça, c'est les acteurs du ministère de l'économie et des finances. Je ne peux pas me prononcer dessus. Mais ce que je sais, au final, c'est que ça ne doit pas être une raison pour dire on ne paye pas l'impôt. Il faut travailler à ce que l'assiette s'élargisse, mais pour autant, ce qu'on a, on doit pouvoir également bien le percevoir et demander une meilleure utilisation. Oui, mais quand on paye l'UTS, on participe au développement de son pays. On est dans une unicité des caisses de l'État. Moi, j'ai ce problème-là avec mes acteurs du secteur de la communication qui disent que la taxe de soutien au développement des activités audiovisuelles qui est perçue sur la facture de courant doit revenir au ministère, aux acteurs, notamment à la télévision. Et on nous dit qu'il y a une unicité des caisses, il y a une subvention qui est accordée à Citoyen et à l'RTB, et vous ne pouvez pas dire que ça vient de là-bas, mais cette subvention-là y est. Ce genre d'impôt dédié-là, les acteurs des finances en veulent de moins en moins. Donc quand vous payez l'UTS, vous participez aux efforts d'investissement du Burkina, vous participez à construire des routes. Tout l'investissement que l'État fait au titre personnel, pas soutenu par les partenaires techniques et financiers, vous mettez de l'argent dedans. Donc si dans votre quartier, il y a un aménagement routier financé par le budget de l'État, certainement qu'une partie de votre UTS y est. C'est justement pour ça qu'il faut demander une certaine visibilité des actions, parce que nous sommes des contribuables, nous payons tous et nous avons le droit de savoir où ça va. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le budget de l'État, l'UTS est dedans. Il est dans les routes que nous allons construire, il est dans les hôpitaux que nous allons construire, il est dans le soutien que nous avons aux forces de défense et sécurité, il est partout l'UTS, puisque c'est la troisième source de revenus de l'État, et à ce titre-là, ça participe donc à notre investissement au titre personnel. Pas ce qui est soutenu. Quand on fait comment on appelle ça, le solde, il y a un gain qui se dégage, qui va être investi quand on fait le fonctionnement et une recette. Ce qu'on gagne là, même si c'est petit, c'est investi dans quelque chose. Et cette UTS a fait partie de cet investissement-là. Si on doit rembourser ce qu'on a prélevé, on va rembourser en reculant sur 3 ans. Bon, on peut toujours trouver des gentlemen agreements, je ne sais pas. Mais je pense aujourd'hui que la question, c'est que nous appliquons une loi. Que cette loi-là, c'est une loi qui est de 2017, c'est le Code général des impôts, et que c'est à partir de ce Code général-là que nous avons fait adopter à l'Assemblée nationale la loi de finances 2020. Donc voilà, je ne sais pas comment on peut demander, on peut y arriver. Mais bon, si les acteurs ont des astuces pour le faire, certainement avec le Premier ministre, ils auront la possibilité de proposer ça, puisque le préalable qui était de se prononcer sur l'UTS a été fait par le gouvernement. Donc maintenant, forcément, la discussion, elle peut reprendre, puisque le préalable a été posé. Je rappelle que lorsque nous avons rencontré l'union syndicale, le préalable a été de dire « Qu'est-ce que vous faites de l'UTS ?» Répondez à ça d'abord avant que nous continuions les discussions. Le gouvernement a dit « Nous l'appliquons ». Maintenant, allons dans les discussions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Nous avons des partenaires financiers et techniques qui nous accompagnent. Personne ne peut nier leur présence. Mais je pense aussi que nous avons un gouvernement qui assume un certain nombre de choix. Et à ce niveau-là, vous avez vu comment les questions d'engagement pris sont traitées. Il y a un ratio que beaucoup de gens ne perçoivent pas, mais c'est qu'il y a quelques années de cela, sur la rémunération, le ratio était 20% indemnité et primes, 80% traitement salarial. Et aujourd'hui, dans la rémunération, nous sommes arrivés quasiment à une situation d'équilibre. 53% pour 47 en moyenne, et dans certaines corporations, nous sommes à 60 pour 40. C'est-à-dire que les indemnités, les primes représentent 60% des rémunérations. Quand vous regardez la mise en place de la loi 081, tous les éléments qui ont été mis en œuvre dans le cadre des engagements à la fois pris par les gouvernements successifs depuis 2009, 2011, 2012, 2014, et ceux pris par les différents gouvernements de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré 2016, 2017, 2018, vous avez donc une augmentation de la masse salariale importante. Ce qui est quasiment contraire à ce que, entre guillemets, l'on donne comme critère de convergence déjà de notre espace UEMOA dans lequel nous avons signé d'un commun accord.
Voilà. Donc, je pense que c'est faire une mauvaise guerre au gouvernement que de mettre ça en avant. Il est clair que nous avons besoin de rationaliser un certain nombre de secteurs, y compris dans la dépense publique, c'est-à-dire le train de vie de l'État, des mesures sont en train d'être prises, également dans le redéploiement d'un certain nombre d'acteurs au niveau de notre administration pour qu'on ait une véritable efficience au niveau du fonctionnement, mais pour autant, ce n'est pas des injonctions qui nous sont données. Nous sommes en discussion avec des acteurs et nous avançons. Souvent, quand on parle de détournement, on voit les membres du gouvernement. Mais souvent, les travailleurs au quotidien de leurs actes sont dans des situations comme celle-là. Hein? Il y a des situations où vous avez des travailleurs qui font main basse sur les biens de l'État, quotidiennement. Voilà. Mais ça, c'est également des choses qui sont traitées, soit par les conseils d'administration, et par les conseils de discipline plutôt, soit par l'autorité de référence. C'est des questions qui sont traitées. Donc je pense qu'il y a un besoin d'assainir. Voilà. Après, il est de bon ton de dire il y a de la corruption, elle existe, il faut la dénoncer et s'engager à ce que les choses aillent au bout de leur procédure judiciaire. Je ne suis pas dans cette arithmétique-là. Ce que moi je sais, c'est que nous sommes dans un pays qui a des besoins énormes et que chaque source contributive est une source qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir avancer. Le secteur minier, le secteur agricole à travers le coton, voilà, ce sont les gros pourvoyeurs de devises et de recettes pour l'État. C'est important. Et donc, il faut regarder comment on évite des déperditions et comment on les maximise. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que parce qu'il y a un secteur minier, il faut se priver des autres possibilités. Parce que de la même façon qu'on a besoin de prendre des impôts dans le secteur minier, on a besoin également de permettre à ce que ce secteur minier continue à travailler. Je voudrais simplement faire la part des choses en disant, dans une situation comme celle que connaît le Burkina, il y a un risque sur le secteur minier des années à venir. C'est qu'il n'y a quasiment plus de recherche en cours dans notre pays. Et les mines sont exploitées. Et si on ne crée pas un environnement favorable au niveau sécuritaire, comme au niveau législatif et fiscal, on risque de ne pas pouvoir, dans les années à venir, continuer ces exploitations-là. Donc je suis de ceux qui croient effectivement que chaque source doit être affinée, que si le secteur minier peut être amélioré en termes de perception, il faut le faire. Je rappelle que quand même les contrats types qui sont des contrats qui ont été définis dans l'espace où nous avons obtenu des choses intéressantes que d'autres pays n'ont pas eues. Encore, il y a des problèmes sur certaines taxes, notamment au niveau des collectivités et l'implication au niveau du fonds dans le collectivité local, etc. Il y a des choses qu'il faut corriger. Ça peut s'améliorer. Certainement, ça peut. Mais je dis, c'est pas pour autant que nous devons dire on ne paierait plus un tel impôt. Je pense que cette logique-là, ce serait aussi de vouloir assécher l'État de toutes ces ressources. Et là, on n'est plus dans une lutte purement syndicale. Il y a un autre objectif qui est de mettre un État en situation de banqueroute. Non, le gouvernement ne fonce pas tête baissée. Le gouvernement a eu une injonction de se prononcer. Le gouvernement a mis des acteurs autour de la table pour qu'on nous discutions ensemble. Un certain nombre d'acteurs n'ont pas voulu continuer. Le gouvernement a pris une décision en conformité avec la loi, le Code général des impôts et avec ce que nous avons inscrit dans la loi de finances 2020. La loi est là, le gouvernement applique la loi. Voilà, je dis cela en disant, et on sait pertinemment que parfois, pour un agent de la fonction publique, parce qu'il a des engagements, 1 000 francs plus, 2 000 francs plus d'impôts, peut être important, c'est clair. Mais pour autant aussi, nous avons regardé comment ça pouvait être le plus supportable possible. Et nous demandons aux acteurs de concéder cet effort-là dans le cadre de l'équité et de la justice, mais également dans le cadre de la nécessaire prise en charge par nous-mêmes de notre développement et de notre financement d'un certain nombre d'activités. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous.